qu'est-ce que ça veut dire? Le 26 août dernier, Colin Kaepernick, quart arrière des 49ers de San Francisco, a choisi, à sa façon, d'exercer pleinement son droit à la liberté d'expression. Il a refusé de se lever pendant l'interprétation de l'hymne national avant le match opposant son équipe aux Packers de Green Bay, car il croit, dit-il, que les Afro-Américains et les autres minorités sont victimes aux États-Unis d'une oppression constante. Son geste a fait scandale, tout en faisant réfléchir aux limites de la liberté dans un pays qui se revendique comme un berceau des libertés individuelles. Pour redéfinir le mot liberté, nous accueillons pour la première fois d'ailleurs sur ce plateau Xavier Brouillette. Bonjour Xavier Brouillette. Bonjour. Professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal, votre alma mater, Daniel Turcotte. Évidemment, il n'y a pas de cours aujourd'hui. Non. Ce qui explique qu'on a deux profs de Cégep sur ce plateau. Fête du travail, on fête en travaillant ensemble. Voilà. Et je dirais qu'il y en a-tu déjà eu? Tu sais, dans mon temps, on débrayait, il n'y avait pas de cours, c'était le fun. Pas juste ça. dans votre temps, Daniel. Rappelons qu'il y a une importante grève étudiante en 2012. c'est La plus grande, d'ailleurs, de notre histoire. Oui. Je vais arrêter. Xavier Brouillette, d'où vient le mot liberté? Le mot liberté, c'est un mot qui vient du latin, donc libertas, mais dont l'origine, en fait, se relie au terme liber. Et c'est un mot qui est quand même très fascinant quand on commence à regarder l'étymologie, parce que liber, ça désigne bien sûr la condition d'un homme libre, essentiellement un homme, évidemment, à l'époque, mais donc affranchi, par exemple, de charges ou de dettes. Ouais. Mais liber, c'est aussi un terme qui désigne la partie vivante de l'écorce, le support sur lequel on écrivait, et liber a évidemment donné livre. Dans une émission de littérature, c'est quand même intéressant de rappeler que liberté et livre ont la même origine étymologique. Ouais. Liber, c'est aussi un dieu qui va être identifié à Bacchus. Et donc, l'ivresse. Alors, la liberté, le livre, l'ivresse, tout ça est relié dans la langue latine et ça nous aide à comprendre un peu comment on voyait le rapport, si on veut, entre la liberté, par exemple, notamment, et le livre. Évidemment. Et la perdition, forcément. Oui. Mais d'où la censure. Et au pluriel, liberi donnait aussi la signification des enfants. Donc, tout un réseau de significations vraiment intéressant. Le mot même liber en latin a une origine encore plus lointaine dans ce qu'on appelle les racines indo-européennes, qui sont à l'origine essentiellement des langues qu'on a. La racine indo-européenne, c'est l'eude. Et ça donnait plusieurs termes, et notamment en grec, le mot eleutéria, donc duquel les Romains se sont inspirés. Et en grec, ça renvoie d'abord à l'idée de croissance, une croissance qui entrait son achèvement. Et là, il y a un sens, si on veut, à la fois biologique, ou même, si on veut, moral, la perfection que l'homme peut atteindre. Donc, la liberté, c'est d'être capable d'atteindre cette vertu. Oui. Mais il y a un sens aussi social, parce que la racine Leute va pouvoir donner éventuellement comme signification communauté. Qu'on pense par exemple à l'allemand Leute, les gens. Et donc une communauté achevée. Et là, le mot liberté prend ses racines dans cette idée de communauté, donc un sens beaucoup plus politique. Parce que dans toute l'histoire du mot liberté, on oscille toujours entre une conception, pour le dire un peu simplement, une conception, si on veut, morale, individuelle, le terme est peut-être pas bon, mais où l'individu peut être libre, oui. et une conception plus politique d'une communauté libre. Alors, par exemple, le rapport, on parlait ce joueur de football américain, bien évidemment, on est confronté à une conception commune de la liberté. Rappelons Thomas Jefferson, la Déclaration d'indépendance, en Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Donc, une conception politique, mais en même temps, des droits individuels qui seront, si on veut, développés au courant de l'histoire. Oui. J'ai ma liberté de revendiquer mon droit à la dissension, par exemple. Bien sûr, et qui confronte le politique. Le cas Exact. échéant est très intéressant. Et l'un et l'autre peuvent rentrer en conflit. Bien Ça, sûr. évidemment, on vit ça aujourd'hui beaucoup. Oui. Qu'en est-il du sens moderne du mot liberté? Ben, le sens moderne se transforme. La meilleure manière de comprendre la différence entre le sens ancien, qui peut être attaché, par exemple, à cette idée-là d'un individu qui n'est pas esclave, de cette idée de liberté politique comme action, le meilleur guide, j'avais envie de lire un petit passage de Benjamin Constant de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Il écrit au 19e siècle et il voit bien ce changement de paradigme. Il écrit « Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie. C'était là ce qu'il nommait liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. » Je trouve que cette définition, elle est très pertinente. Oui. La conception plus moderne ou contemporaine qu'on a de la liberté, elle est beaucoup plus individuelle que collective. Hein? Le classique, moi au cégep, je le rencontre souvent, les étudiants, lorsque je demande de me dire qu'est-ce que la liberté, ils me disent tout le temps la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Oui. La conception grecque serait plus l'inverse. La liberté des uns commence ou commence celle des autres parce que je ne peux être libre qu'en communauté. L'exemple de la démocratie athénienne est le meilleur. Mais pour nous aujourd'hui, au contraire, la communauté peut devenir une menace à ma liberté. Ben oui. Et ça prend différentes formes aujourd'hui, des formes plus modérées, des formes plus radicales.
radical. Quand on regarde aux États-Unis, par exemple, les libertariens, Live Free or Die, le New Hampshire, il y a cette conception-là très, très importante où les droits individuels, la collectivité est toujours une menace. Alors, en philosophie, il y a des courants, Murray Rothbard, Robert Nozick, ou des courants où, là, l'aspect collectif est nécessairement une menace à ma liberté individuelle qui est fondamentale. Ces théories-là sont développées au 17e, 18e siècle. On pense par exemple à John Locke, où la formulation de Thomas Jefferson que je rappelais était déjà là. La vie, la liberté et les richesses chez John Locke, mais les richesses au sens de le travail et justement l'appropriation. Mais cette conception-là, elle est ancienne, mais elle est encore là aujourd'hui. Et les revendications, un peu plus tôt, vous parliez de 2012, c'est un très bel exemple où on a une conception politique de la liberté, des étudiants qui débrayent, qui sont dans la rue, qui transforment la rue, un lieu de passage, en un lieu d'expression populaire, en un lieu de liberté, qui crée du commun là où il n'y a que de la circulation de marchandises. Et en même temps, cette conception-là qui confrontait ceux qu'on appelait les carrés rouges, qui disaient, ben non, au contraire, j'ai mon droit à l'éducation, c'est ma liberté, et cette liberté-là ne peut pas être brimée par des gens qui refusent. Et donc, ces débats-là sont aujourd'hui encore très présents. On a même l'impression que c'est un enjeu de plus en plus important. Bien sûr. Bon, rappelons que François Legault, lundi dernier, il y a 7 jours exactement, proposait un test des valeurs aux nouveaux arrivants. Et ça, c'est une bonne question, parce que justement, si on se place d'un point de vue strictement libéral, l'État, et ça c'est depuis Thomas Hobbes, depuis John Locke, justement, 17e, 18e siècle, l'État n'a pas à imposer un code moral. Et, par exemple, on parlait récemment le mariage gay et tout, on rappelait Pierre-Éliott Trudeau, l'État n'a pas à rentrer dans la chambre à coucher des gens, l'État ne peut pas imposer un code moral, il doit être neutre moralement. À l'inverse, là, soudainement, on a cette position qui se veut libéral, parce que au sens politique économique du terme, François Legault est un libéral, où maintenant il faut respecter une morale très précise. Et là donc on se retrouve dans un conflit où qu'est-ce que ça veut dire la liberté si je dois nécessairement avoir cette morale? Ben oui, ça laisse supposer aussi qu'il y a des catégories de liberté. Exact. Qu'il y a des gens qui devraient jouir d'une plus grande liberté que d'autres. Oui, et ce qu'il faut se rappeler, ou que la liberté doit être restreinte dans un cadre très, très précis. Oui. Et le problème que ça pose, évidemment, c'est quand on parle de liberté, déjà au 17e, 18e siècle, de liberté individuelle, la définition de la liberté qui se met en place, elle n'est pas séparable, on ne peut pas la distinguer d'un autre concept qui se met en place, qui est celui de la tolérance. Et donc, nécessairement, lorsqu'on parle de liberté ou de valeur morale, il faut nécessairement qu'il y ait aussi la tolérance, parce que le principe de liberté veut que, d'un point de vue individuel, j'ai la liberté de penser ce que je veux, y compris ce qui peut être nocif pour la communauté. Toute la question que ça pose après, c'est jusqu'où je peux avoir cette liberté. Oui. C'est pour ça qu'il y a des chartes, et évidemment, c'est des débats qu'il faut avoir. C'est pas des questions qui sont simples, mais qui renvoient encore une fois à cette idée-là de liberté comprise d'un point de vue collectif, qui très souvent peut venir contredire ou en tout cas rentrer en conflit certainement avec une définition plus individuelle de la liberté. Xavier Brouillette, nous allons évidemment placer les références des ouvrages qui ont nourri votre réflexion autour du mot liberté aujourd'hui sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous vous proposons aujourd'hui une heure complète sur la mise en scène de soi avec André Mondoux, Aurélie Langto, Jean-Philippe Cipriani et Thomas Leblanc. Redéfinissons maintenant la notion de vie publique en compagnie de Xavier Brouillette, professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal. Oui. Alors pour les philosophes, qu'est-ce que c'est la vie publique? C'est une question qui est très très vieille et d'ailleurs j'avais envie de commencer aujourd'hui en revenant sur là où on peut voir l'origine véritablement de cette distinction qui est dans l'Antiquité grecque essentiellement et en particulier dans le contexte démocratique athénien. C'est intéressant de comparer à cette époque. Oui. Le public, à l'époque, s'oppose au privé. On a ça dans plusieurs textes, notamment Thucydide, la guerre du Péloponnèse. Le privé, c'est vraiment l'espace qui est centré autour du foyer familial. C'est ce que les Grecs appellent ce qui relève de l'idion, ce qui est personnel, ce qui est particulier, ce qui est distinct. Ce qui va donner en français idion, par exemple, idiome, idiosyncrasie, mais aussi l'idiot. D'une certaine manière, celui qui vit une vie entièrement privée de la communauté de ses pairs, ça devient un idiot. Donc, c'est mal vu. C'est mal vu. Oui. Donc, tout à fait, la vie privée, en fait, pourquoi elle est mal vue? C'est pas qu'elle est mal vue nécessairement, mais elle n'est pas valorisée en soi. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de ce qu'on peut appeler les nécessités, les obligations vitales, biologiques, strictement parler. Manger, dormir. Exact. Oui. Le foyer familial, en grec, ça se dit oikia. Et ça va donner le mot oikonomia, qui est la manière dont on organise la vie familiale, l'administration familiale, ou ce qu'on peut appeler oikonomia, l'économie. Alors, évidemment, le mot économie a un sens différent pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, c'est ce qui désigne. Et c'est pas valorisé, justement, parce que cette activité économique, c'est le travail,
ce sont les nécessités. Et le travail est mal vu, juste à répéter l'étymologie du mot travail, qui veut dire en latin torturer, torturer même les esclaves. L'esclave, c'est la figure même de l'individu qui est enchaîné à la nécessité parce qu'il est esclave, mais aussi parce qu'il doit travailler. Et le maître, évidemment, arrive à se libérer, hein, et il se libère comment? Justement, en étant capable d'avoir du temps libre, d'avoir un temps où il peut faire autre chose que travailler et donc se consacrer à des activités supérieures. Et c'est là que le public apparaît. Le public, en fait, le mot public est latin. En grec, on disait le koinon, ce qui est commun. Okay? Ouais. Et ce qui est commun, en fait, c'est ce qui correspond aux intérêts partagés par tous et non pas la somme des intérêts individuels. Parce que les intérêts individuels correspondent à ce qui est du domaine privé. Alors, ce qui est du domaine privé n'a rien à voir avec le commun. Ça, c'est intéressant donc, parce que c'est ça qui a changé, évidemment. Effectivement. Aujourd'hui, on est dans une optique différente. Et cette vie, elle est vraiment valorisée. C'est la vie du citoyen. Ce commun, c'est les intérêts communs, mais c'est aussi ce qu'on appelle la publicité de la parole, c'est-à-dire la parole qui est publique, qui est connue de tous, la publicité des débats. Chacun peut participer au débat et parler. Et donc, il y a une idée aussi de mettre en commun des paroles, et c'est là où le citoyen peut exprimer sa pleine liberté, parce qu'il est libéré justement des obligations purement biologiques. Alors la vie en tant que telle, elle n'est pas valorisée, mais la vie politique, on peut rappeler la définition classique d'Aristote, l'être humain comme animal politique. Hein, donc c'est vraiment cette idée, il n'est pas uniquement un animal, il n'est pas uniquement attaché à la vie, mais là où il peut trouver le bonheur, c'est dans la vie publique. Si on vous entend bien, Xavier, c'est qu'au départ, dans la définition qu'on avait de la vie privée et de la vie publique, il y avait un fossé. Ah, il y avait un fossé strict. Et même certains, comme par exemple Hannah Arendt, va dire qu'il n'y avait aucun concept de société chez les Grecs. Donc quand on parlait de la société ou on parle de sociologie, comme on parlait avec M. Le Breton, pour Hannah Arendt, qui a beaucoup étudié ces questions-là, les Grecs ne connaissaient pas la réalité de la société. Il n'y avait que la vie privée centrée autour de la maison et la vie publique pour les citoyens, évidemment. Tout le reste... C'est-à-dire les hommes à l'époque. Exact, oui, évidemment. Qui disposaient d'un certain avantage. C'est clair. On est dans le domaine idéologique ici. Dans la réalité du concret, ça peut être changeant. Quand est-ce qu'il y a eu un basculement? Tout ça va se transformer essentiellement à la modernité, ou un peu avant. Mais quand on pense à des auteurs comme Montaigne, qui vont se mettre en scène eux-mêmes, ou même au 18e siècle, Rousseau, il y a une transformation où la vie privée va devenir quelque chose de valorisé en soi. Parce que la vie va devenir valorisée en soi. Hein, quand on lit, par exemple, John Locke, il dit l'objectif de l'individu, c'est de protéger sa vie, sa liberté individuelle et ses richesses. Alors, on trouve ça textuellement dans le texte de Locke au 18e siècle. Il y a un idéal bourgeois, déjà. Il y a un idéal qui est là, mais l'idéal de la vie est de la vie où je profite de mes richesses et où la vie en tant que telle, au sens brut, au sens premier, devient valorisée en tant que telle. Et où, justement, va apparaître toutes ces idéologies où ce qui est commun, ce qui est public, peut devenir une menace, même, à mon individualité. Oui. Et donc, on va commencer à développer ce rapport-là de l'intimité, de l'authenticité. C'est à cette époque que ça apparaît, du vrai soi. Un peu plus tôt, on parlait de toutes ces stratégies pour rentrer en contact avec soi à travers la méditation, le yoga, où il y a quelques années, on parlait beaucoup de la croissance personnelle. J'ignore si ça existe encore, mais avoir les livres chez Jean Coutu, il semble que oui. Ah oui. Donc, toute cette et je dis pas ça péjorativement, mais de vraiment mais il y a un vrai comment, besoin, en fait. Il y a un besoin et un besoin d'authenticité. Et évidemment, c'est là où la ligne entre privé et public aujourd'hui devient floue parce qu'évidemment, ce n'est pas tous les gens qui ont la même limite sur leur vie privée, hein, entre Brad Pitt et Angelina Jolie, entre un de mes étudiants, par exemple, au cégep qui est sur Facebook ou M. Le Breton qui, comme moi, n'a pas de compte Facebook. Oui. Parce que moi aussi, je vais parler de moi dans la discussion puisqu'on est dans le narcissisme. Mais oui. Alors, mais blague à part, chaque individu peut lui-même maintenant fixer ses limites à la vie privée. Et évidemment, il y a des gens qui en a-t-il le contrôle, André Mondou? C'est la question qu'on peut se poser. Là, si on regarde le big data, la première chose qu'on dit, c'est qu'on recueille les traces volontairement laissées et involontairement laissées. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ce qui est privé, mon identité que je partage, les données qui sont prises, devient à quelque part public et c'est-à-dire privé, mais au sens du marché. Et là, on ressort maintenant la notion d'intimité pour essayer de comprendre que quelqu'un qui partage... Moi, je me rappelle, si vous permettez, j'avais dit à ma fille qui disait, j'ai 725 amis, je dis, bon, on va aller voir ce qu'ils font pour une recherche. Mais c'est privé, ça. Mais elle partageait avec 700 personnes. Oui. Alors, il y a l'intime puis le privé maintenant. Les étudiants le savent bien. Quand je leur dis au début de session que j'ai regardé tous leurs comptes Facebook et je sais c'est qui leurs amis, quelles sont leurs sorties, et ils sont fascinés. Ça? Mais je leur dis, c'est pas vrai. Je le fais pas. J'ai pas ce temps-là à perdre, mais quand même. Mais il y a une raison, et par rapport à ce que vous dites, c'est qu'évidemment, on parlait de l'activité économique qui était liée à l'espace privé. Mais pour un Grec, ça signifie que, par exemple, économie politique, c'est deux termes qui s'opposent. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé, on parlait de néolibéralisme, on peut l'appeler capitalisme, peu importe le nom qu'on lui donne. L'activité économique s'est étendue à toutes les sphères de la société, y compris nos vies privées. Alors évidemment, on est nous-mêmes, au sens même le plus profond, on parlait du big data, ce qu'on recueille malgré nous. Mais même sur Facebook, on nous dit qu'on est des utilisateurs, mais c'est pas vrai.
vrai, on est de la marchandise. Oui. Parce qu'évidemment, l'argent se fait où par rapport à nos données? Donc, même notre vie privée, que très souvent, Marchandisé. volontairement ou Oui. non, Oui. devient un elle-même. bénéfice quand même. Ben, on en retire On un en retire quand même bénéfice. des bénéfices. La question... Ben, Jean-Philippe, vous hochez de la tête, cancellez tous vos comptes. On en retire un bénéfice des médias sociaux. On en là. retire un bénéfice, oui. Oui, c'est Ce un que je veux échange. dire, c'est que la différence entre le bénéfice qu'on en retire et ce qu'eux retirent de nous, et c'est pas... Oui. Exactement. Oui. Xavier Brouillette, en tant que philosophe, comment vous réfléchissez à la notion entre vie privée et vie publique aujourd'hui? C'est une notion difficile, puisqu'évidemment, le rapport est obligé d'être, comment je pourrais dire, traversé par les questions dont on va discuter un peu après, l'égoïsme et le narcissisme. Puisqu'évidemment, lorsqu'on parle de vie privée, on pense à une vie où c'est le plus intime, mes sentiments, ce que par définition les autres ne peuvent pas nécessairement connaître. Hein. L'image, entre guillemets, je ne sais plus si elle existe, mais c'est le journal intime, avec ses belles petites pages parfumées. Je sais blog. pas si ça existe, mais le blog, alors... Oui, mais ce le qui blog était- est plus intime, parce est qu'il plus est lu par intime, les mais autres. il est quand même Oui. destiné Oui. à être lu. Alors, le Oui. problème est le suivant, c'est que si j'ai besoin de l'assentiment ou du regard des autres pour exister, qu'est-ce que ça implique sur la construction de mon individualité? Voilà. Alors, dans tout le rapport du social, un peu plus tôt, M. Le Breton parlait, hein, il expliquait que le regard des autres fonctionne comme un miroir. Ben, on parle de narcissisme. Narcisse, c'est celui qui voit son reflet et qui a le sentiment d'exister soudainement grâce à son reflet, ce qui va l'entraîner à la mort. Oui. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour exister, j'ai besoin du regard des autres qui vient prouver mon existence, c'est-à-dire dans ce que j'ai de plus intime? C'est là la question. Personnellement, j'ai pas de réponse. C'est des questions très intéressantes. Est-ce que je peux exister indépendamment de ce vaste système de miroirs où, par exemple, je mets une photo de moi à quelque part en voyage, il y a l'événement, il y a le premier Oui. écran du téléphone, il y a l'écran de l'ordinateur, il y a les autres qui répondent, qui font écho à mes propres paroles. Donc, il y a plusieurs strates et évidemment, j'ai pas de réponse. C'est très, très Mais complexe. c'est pas un comme peu ça, question. le rêve de l'hyper-individualiste, c'est-à-dire de me retrouver seul par et pour moi-même. J'ai pas besoin du miroir objectivant de l'autre. Là où je m'objecte avec le livre, si vous me permettez, Oui. c'est que Narcisse, c'était On pas... va en venir à ça plus C'était pas tard, le miroir, André Mondoux. c'était pas le Oui. miroir qu'il Oui. aimait, c'était Oui. lui-même. Oui. Tandis que maintenant, on a besoin du miroir de l'autre. Oui, non, mais ça, on va en Ouais. discuter. Mais effectivement, Narcisse, dans le mythe, tombe en amour avec lui-même. Mais il n'avait aucune possibilité d'existence même auparavant, puisqu'il refusait tout contact social avec les autres. Ouais. Mais on Xavier reviendra Brouillette, là-dessus. on va placer les références des ouvrages qui ont nourri votre réflexion autour de cette redéfinition de vie publique, vie privée, forcément sur notre site web. Merci beaucoup. Merci beaucoup.